Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Sky Echo, édition spéciale sur le Big Tour au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Avec nous, Patrice Carmouze. Bonjour Nicolas. Alors, et avec nous surtout. Voilà, surtout nos premiers invités. Et Christophe Cousin. Hein, bonjour à tous les deux. Bonjour à vous. Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France, créateur du Big Tour. Et Christophe Cousin, donc président de Win-Win. Win-win, tout à fait. Déjà, qu'est-ce que c'est Gagnant-gagnant. Hein. Gagnant-gagnant, voilà. Pas lose-lose, hein. Gagnant-gagnant. Oui. Ouais. Eh bien, nous sommes partenaires, en fait, du Big Tour et on accompagne, en fait, BPI dans l'organisation de cette formidable tournée. Parce que c'est quand même un sacré job. Formidable tournée qui se termine à Saint-Quentin en Yvelines, Patrice Béguet. Absolument. On a démarré le 5 mars dernier dans une région merveilleuse dirigée par Jean Rodner. On arrive dans une région merveilleuse avec beaucoup d'énergie dans la région Île-de-France et Saint-Quentin en Yvelines en particulier. Alors Valérie Pécresse m'avait dit, tu verras, c'est extraordinaire, c'est méga extraordinaire. Jean-Michel Fourgouze, toutes les équipes font un travail vraiment colossal et nous, on est heureux d'avoir ces 300 partenaires, donc Christophe, pour monter en fait cette opération-là, parce que 10 mois de tournée, je crois qu'en France, ça s'est jamais vu. Jamais vu. Et ça fait quoi? Combien de personnes ont assisté à ce Big Tour? Alors, plus de 300 000, non? alors, en fait, sur le plan physique, c'est à chaque fois 5, 7, 8, 10, 15, 20 000, ça dépend des étapes. Et puis, tu as toute la partie digitale. Voilà. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions. C'est 37 millions de Français ont suivi en 10 mois. Donc 37 millions, c'est énorme, grâce à nos 300 partenaires, 200 partenaires médias, toute la presse quotidienne régionale, toute la presse hebdomadaire régionale, le groupe France Télévisions, le groupe Canal+, franchement, toutes les radios, les indés radios, toutes les télévisions locales. En fait, c'est ça, Revive la France. Et puis c'est un peu ça, BPI toute la France. Vous avez accueilli de nombreux entrepreneurs sur votre plateau, le plateau Vive ta ville, ouais, Vive ta ville, c'est ça. Quel bilan vous faites de tous ces entrepreneurs français? Il y a une caractéristique entrepreneuriale française? Oui. L'amour du maillot, France. Les valeurs de simplicité, de proximité humaine, de volonté, d'optimisme. Et puis, ce déterminisme. Ce que j'adore, c'est permettre aux entrepreneurs d'oser grandir pour servir l'avenir. C'est exactement ce que fait Christophe dans son entreprise. C'est à la fois ce point GPS loin, le tableur Excel aussi, parce qu'il faut savoir compter, et puis amener, parce que aujourd'hui, vous fédérez les équipes dans l'événementiel, mais dans n'importe quelle entreprise. C'est grâce aux femmes et grâce aux hommes que vous arrivez à faire des exploits comme celui-là. Et je tiens à rendre hommage à Barbara Papassian et aux 120 personnes. À toute votre équipe, qui est formidable. Ouais, vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Et ce que vous disiez, c'est que si, grâce à ce Big Tour, vous avez donné l'envie à des jeunes de créer des entreprises, le pari est gagné. Pari est gagné. Aujourd'hui, 50% des jeunes veulent entreprendre, 30% des femmes. Et il faut donner tous les moyens aux jeunes et aux femmes de pouvoir réussir. Très simple, plus de crèches. Pourquoi ? Parce que la responsabilité, si vous voulez, d'une femme dans une entreprise, c'est la même que celle d'un homme. Avec, pour moi, les femmes avec des talents supplémentaires. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une finesse, elles ont un sens de l'entrepreneuriat, je vous le dis, beaucoup plus fine que nous. Plus fort et plus fine. Ouais. Et c'est ce qui change aussi dans la sociologie de l'entreprise. Oui. Alors Patrice, dans cette émission spéciale Sky Echo, on va recevoir beaucoup d'entrepreneurs. Demandons à Christophe, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'entreprendre ? La liberté. Ah oui. Je n'ai jamais accepté un certain nombre de contraintes et j'ai toujours voulu faire ce que j'avais envie de faire. Voilà. Et entreprendre, alors c'est parfois se tromper, mais en tout cas, c'est avoir toujours ce syndrome de liberté et cette capacité à faire le choix. Et être libre, c'est savoir prendre des risques et les assumer. Oui, mais en fait, les risques, en tant qu'entrepreneur, on les calcule. Il ne faut pas croire qu'on est des fous furieux, mais le fait d'avoir la décision et de ne pas être tributaire de tel ou tel tableau Excel ou autre, pour moi, ça a toujours été important. J'ai été collaborateur 3 semaines et ça s'est arrêté. On l'a dans le sang, en fait. Je ne pensais pas l'avoir dans le sang, mais en fait, c'était votre vie, quoi. On apprend la liberté et voilà. Les 3 semaines m'ont fait comprendre que non. Et justement, Patrice Béguet, je disais, voilà, c'est prendre des risques, qui étaient pas n'importe quel risque. Justement, c'est tout le rôle de la BPI d'aider
les jeunes entrepreneurs à prendre des risques. C'est combien? 50 milliards d'aides à peu près. On a accompagné l'année dernière 51 milliards. 51 milliards, c'est énorme. Sur la French Touch, sur la French Fab, sur le coq vert. Et en fait, c'est ça. On permet aux entrepreneurs, allez, je vous fais un jeu de mots, d'avoir le statut de la liberté. Voilà, c'est un petit peu ça, C'est beau, pour ça. rebondir sur ce que tu dis. Mais c'est aussi. Faire la petite statue comme ça. Ouais, c'est ça. Ou le coq comme Ou ça. le coq. Je suis désolé, mais ça va pas plaire aux banques, mais c'est la seule banque dont on est fier d'être accompagné. Tous les entrepreneurs disent je suis sélectionné ou accompagné par BPI. Et cette fierté d'appartenance au grand club BPI, c'est quand même un truc formidable qui a été créé par BPI France. Voilà. Et ça, Merci. ça aide- J'ai connu Oseo, qui était Ouais, avant. bien sûr. Bah, aujourd'hui, quand on dit BPI France, on a les yeux qui s'allument. Mais Voilà. tout ceci est possible grâce aux équipes, les 3300 salariés de BPI France Bien sûr. que je salue, mais aussi à nos clients. Avant le Covid, on avait accompagné 80 000 entreprises. Après le Covid, c'est plus de 700 000. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais. Quand on disait à un moment que la France n'aimait pas les entreprises, les choses ont changé quand Nous, même. on adore. On adore. Parce que, en fait, ces femmes et ces hommes qui entreprennent, cette liberté dont tu parlais, cette vision, c'est ça. Vous savez, peut-être le métier d'entrepreneur, oui, c'est peut-être le métier le plus dur, mais c'est quand même le plus beau. Alors, il y a France 2030, il y a des objectifs, il y a des secteurs sur lesquels il faut avoir des aides plus fortes. Ce sont lesquels? C'est créer les champions de demain. Alors, il y en a beaucoup dans l'hydrogène, dans la culture, dans les batteries. En fait, les secteurs, c'est les secteurs de 51 en Yvelines. Vous allez avoir beaucoup de chefs d'entreprise, vous le disiez tout à l'heure, qui vont se succéder sur votre plateau. Mais c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, même des vieux secteurs innovent. Quand on disait la voiture à hydrogène, par exemple, C'est vrai. aujourd'hui, tout le monde réfléchit. en veut. Et il y a quelques années, c'est la voiture électrique. Mhm. Bon, il y a des vrais électriques, il y a des fausses électriques. En fait, dans les produits, il faut jamais mentir aux clients, aux consommateurs. Donc, cette dynamique-là que nous avons de permettre aux entrepreneurs d'oser grandir, servir à l'avenir, en fait, quand on est dedans, quand on vit avec les entrepreneurs, tu as un truc que tu n'as pas encore au fond de toi, c'est d'être passé entrepreneur. Mais il faut passer entrepreneur. Voilà, faut oser, quoi. Ah, il faut oser. Et oser haut, même. Très haut. Oser haut. Oser très haut. Eh bien, merci à tous Merci les deux. beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup et continuez. Alors, j'espère que le Big Tour aura lieu l'année prochaine aussi. Ça continue, Absolument. hein, parce que c'est vrai que c'est un facteur. Parce que on voit bien quand on voit les exposants, il y a plein de gens qui sont quand même intéressés, qui ne sont pas du monde de l'entreprise forcément, qui sont intéressés aussi par votre démarche. Hein. Et qui se disent, c'est peut-être le moment. Time is up, comme disent les Américains. Time is up et Oseo. Voilà. Exactement. Merci Patrice Béguet, Merci à vous. Christophe Cousin. Et nos Merci. prochains invités, Patrice, eh bien, c'est Yann Crouza, le CEO de Labcore, et Lionel Thomas, le directeur général d'Atermes. Ils vont On nous va passer sur parler les portiques, hein. exactement, et ils vont nous parler de leur collaboration, une PME ou une UTI qui collabore avec une start-up. Voilà, c'est parti. Et on leur souhaite bonne chance parce qu'en fait, c'est nous qui avons fait la vidéo en motion 3D pour l'Apcore. Bah, bravo. Super. Merci. Merci La beaucoup. parole Merci à Yann. vous. Merci à vous. Nous ont rejoint sur notre plateau Yann Crouza. Bonjour. Bonjour. PDG de Labcore. Complètement. Et Lionel Thomas, directeur général d'Atermes. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Patrice. Bonjour, enchanté de vous avoir. Alors, on est très heureux de vous avoir ensemble parce qu'il y a d'un côté une start-up, d'un côté une entreprise, et une entreprise qui investit dans les start-up, c'est ça? Oui, c'est ça. Atermes est une belle PME créée en 1989 et sous l'impulsion de son président fondateur Charles Casanova, nous nous sommes investis à développer l'entreprise autour de 3 grandes thématiques. La première qui était importante pour nous, c'était de ne pas oublier d'où nous venons et de continuer à servir au mieux nos clients français. La seconde, c'était de nous développer à l'export parce que, comme l'a dit précédemment le directeur délégué de BPI France, il est stratégique pour les entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire, de se développer à l'export et de se faire reconnaître au niveau international. Ce que nous avons fait à travers des produits optroniques embarqués, intelligents et qui nous permettent aujourd'hui d'être reconnus comme un acteur important dans le monde de l'optronique. Pour le préciser, vous êtes spécialisé dans l'industrie de la défense. Hein. Oui, défense et le monde de la sécurité également. De l'haute technologie. Hein, Des hautes technologies voilà, absolument. en général. Mais le troisième axe, nous avons
souhaité faire bénéficier d'un outil industriel très performant dont nous disposons, tant sur la partie conception-développement que sur la partie industrialisation, un certain nombre d'entreprises, de start-up qui ont toutes d'excellentes idées, de bonnes idées, mais bien entendu qui ne peuvent pas disposer directement d'un bras armé industriel, si je puis m'exprimer ainsi, qui leur permet de produire des équipements d'un très haut niveau de qualité, embarquant des technologies toujours novatrices et pointues. Juste avant de passer la parole à Yann Croza, justement sur Atermes, c'est une entreprise qui a une trentaine d'années, un peu moins. Oui. Qui est justement dans l'innovation. Alors, ça se passe comment? Vous avez beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, justement. Oui. Comment ça se passe? Parce que tout n'est pas venu d'un claquement de doigts. Petit à petit, dans le développement de l'entreprise, rapidement, le président Charles Casanova a souhaité développer en fait un département R&D qui nous a permis de développer de toutes nouvelles technologies basées en fait sur des sous-ensembles de produits qui constituent nos systèmes développés et produits aujourd'hui pour des applications internationales. Alors Yann Croza, vous avez créé votre start-up en 2018, mais au début, vous aviez pas cette vocation à devenir entrepreneur. Hein. Et effectivement, un parcours qui n'est pas commun à tout le monde. Après 23 ans de police nationale, effectivement, j'ai eu la chance de passer par les CRS pendant 6 ans. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'intégrer une unité un peu d'élite, le service de protection de notre personnalité et le groupe de sécurité du président de la République. Et j'ai pris une disponibilité, comme nous le permet l'administration cette année, au mois d'avril, pour reprendre la présidence de l'APCOR, puisque c'est une société effectivement qu'on a développée avec Vincent Charpentier, cofondateur en 2018, post-attentat. Puisque l'idée nous est venue quelque part de développer un concept un peu particulier pour pouvoir fluidifier les flux, puisqu'à l'époque, vous vous rappeliez, suite aux attentats, vous passiez une heure et demie à attendre et le risque était bien présent sur ces zones-là. Et on a réfléchi à pouvoir concevoir un concept mobile intégrant des technologies, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Ben justement, allez-y, parce que développer sur cette technologie. Ouais. Effectivement. Comment c'est né? Alors, vous avez l'idée, mais après, comment vous faites? Une vraie passion pour le sport automobile m'a permis de réfléchir sur un système un peu comme un motorhome. Vous savez, c'est ce semi-remorque qui se déploie avec pour l'intégration de différentes technologies déjà réglées en son intérieur, mais il fallait raconter une histoire qui allait nous permettre d'être suivis par le ministère de l'Intérieur, bien entendu. Donc, on s'est appuyé sur des référentiels, notamment le guide de la sûreté et de la sécurité événementielle, qui nous permet derrière d'avoir l'écoute du secteur étatique et bien sûr le soutien de privés et tout un réseau d'incubateurs, Réseau Entreprendre 78, SkyCub, Incube Alliance, qui nous a permis de nous rencontrer avec des amis communs, et J4 Generate sur Paris, donc qui rassemble les plus grosses sociétés de sûreté et de défense françaises, dont Atermes fait partie. Mais il a fallu des chercheurs, des ingénieurs aussi pour mettre au point tout ça. Alors oui, effectivement, on a toutes ces idées. Parce que vous avez les idées. Il a fallu mettre un peu, qu'il a fallu toucher du doigt, et brique après brique, on a déjà déposé les brevets, conçu toute cette enveloppe, puisque l'APCOR, notre point fort, c'est pouvoir, à travers des concepts mobiles et transportables, donc de pouvoir contrôler le public à une certaine distance des événements, de façon à faire en sorte que si jamais il y avait un acte de malveillance, que le site en question et le public déjà à l'intérieur ne soient pas impactés. Donc on est dans une politique de protection, mais une protection pour tous, en tout lieu et accessible à tous. Et alors, votre produit est mis au point, vous avez présenté, je suppose, votre prototype à Atermes, et puis Atermes a décidé de rentrer dans votre capitale en juin dernier, c'est tout récent. Quelle a été votre stratégie du côté d'Atermes? Pourquoi vous êtes intéressé à l'APCOR? Parce que d'abord, la société l'APCOR a des besoins industriels autour de l'intégration de ces technologies. Pour réaliser un produit, ça nécessite en fait de maîtriser une supply chain, des achats avec des partenaires. Ça nécessite en fait de construire des étapes d'intégration avec des contrôles interopération, avec un certain nombre de fonctions logicielles embarquées qui nécessitent en fait de mettre en œuvre des compétences d'industrialisation très particulières. Et nous disposons en fait de tous ces moyens et de toutes ces capacités dans notre site industriel. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'APCOR aussi fabrique quelque chose que vous ne saviez pas faire, ou... Alors ça veut dire qui vous ajoute en tout ça cas veut votre dire savoir-faire. que l'idée originelle, en effet, nous ne l'avons pas eue, et bien heureusement, il existe en fait des startups, des sociétés comme l'APCOR qui ont des idées originales et qui doivent être développées, mis en œuvre
mais ça nécessite forcément des capacités industrielles. Et c'est très difficile en fait pour des startups de la taille de l'Apcor. Hein. Au départ de la création d'une telle entreprise, 2-3 personnes, il est inimaginable de pouvoir mettre en œuvre de telles technos. Donc nous, à Termes, nous proposons de mettre à disposition cet outil industriel, d'industrialiser en fait des produits avec eux, mais de les accompagner également en leur offrant le toit, ne serait-ce que ça, d'abord. C'est quand fondamental. même quelque chose qui est important. Ouais. Donc, les abriter, partager un certain nombre de compétences, de services transverses qui sont nécessaires, de la qualité, des fonctions achats, des fonctions administratives et financières, qui permettent à une entreprise de se développer et puis de proposer à ses clients un produit achevé, industrialisé, qualifié, pertinent et performant. Et c'est une réelle opportunité pour vous, puisqu'en plus, vous avez déjà beaucoup de clients. Et puis, il y a les perspectives des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, effectivement, il y a une vraie demande, surtout en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, tant mieux. Peut-être effectivement l'arrivée de la Coupe du Monde de rugby et des JO 2024. Et puis, il ne faut pas, excusez-moi, s'enlever de l'esprit de la menace qui est toujours là. Ouais, et on se doit d'être vigilant. Ouais. Voilà. Après, le rapprochement, pour nous, l'Apcor à Termes, c'est pour nous une vraie chance parce qu'effectivement, c'est une épaule. Hein. Il y a du savoir-faire, il y a les idées. Je vais pas dire que c'est mieux que des business angels ou qu'un fonds, mais effectivement, on va pouvoir développer un vrai savoir-faire et un partage, créer des passerelles. Et puis, il y a cette bienveillance parce que ça reste une grosse PME, mais quand j'ai besoin d'aller taper à la porte de Charles Casanova ou de Lionel, ben, la porte est ouverte. Je veux dire, ça prend pas 6 mois pour avoir un retour. Et ça, pour une start-up, c'est important. On doit avoir un retour immédiat. Ce qui est vrai le lundi ne l'est plus le mardi. On avait Christophe Cousin tout à l'heure, qui est le président de Win-Win, et celle-là, c'est Win-Win, hein, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est complètement d'accord comme ça. L'Apcor travaille avec Win-Win, effectivement, aussi. Oui. Et alors, vous avez eu évidemment l'aide de la BPI, l'aide de la région, l'aide du Sky Club aussi. Complètement. Le schéma type, l'Apcor est le schéma type d'une start-up qui a immigré, en tous les cas, qui s'est développée sur le secteur de Saint-Quentin. Comme je vous disais, Réseau Entreprendre sur 118 nous a fait confiance avec un premier prêt d'honneur. Derrière, 2 business angels obligatoirement doivent rentrer. Mais on a été lauréat aussi d'InnovUp spécial JO 2024 qui nous a permis d'avoir une subvention de la région et un prêt BPI, donc qui vient compléter tout ça avec les banques, avec la BNP, mais on a aussi eu la chance d'être accompagné par Thales dès le départ, puisque notre idée les a séduites, et ils nous ont financé notre POC, la preuve de concept qu'on a développée à Polytechnique au tout début. Donc le chemin a été long, et se met d'embûche avec la Covid. Justement, peut-être une dernière question à Lionel Thomas en termes de stratégie d'entreprise. Quand vous voyez que l'Apcor a quand même travaillé avec Thales auparavant, est-ce que ça vous a pas fait peur, vous, en tant que PME, parce que vous n'avez pas les mêmes infrastructures et les mêmes structures que Thales, de vous investir auprès de l'Apcor en vous disant que peut-être que Thales va en bénéficier aussi? Pas du tout. C'est aucune peur de ce côté-là. D'abord parce que cette transparence, en fait, sur ce qui a permis à l'Apcor de se développer dès le départ, elle a été clairement affirmée dès le début de nos premières rencontres, parce que nous avons des relations de qualité avec nos clients historiques, comme Thales, et que cette qualité d'échange nous permet de construire des business plans, des projets à moyen et à long terme, et imaginer des formes collaboratives de développement industriel avec Thales comme avec l'Apcor. C'est tout nouveau, c'est des stratégies nouvelles finalement de collaboration entre entreprises. Tout à fait. Oui, c'est vrai. On est moins d'ailleurs dans le discours de la concurrence que dans le discours de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui, quoi. Hein. C'est vrai, mais au-delà de la stratégie, les entreprises, c'est d'abord des histoires d'hommes. Absolument. C'est des hommes qui se font confiance, des rencontres, et puis elles permettent de construire quelque chose de durable. Voilà. Et je signale, pour terminer, que les 2 entreprises sont à Montigny-le-Bretonneux. Oui, complètement. Voilà. Nous sommes installés chez Atermes. Voilà, au cœur de... Et Atermes est installé à Montigny-le-Bretonneux sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 1993. Voilà. Bravo. Merci Bravo. beaucoup. Je crois que voilà, c'est vrai qu'on peut vous féliciter. C'est un parcours assez exceptionnel, très original, et on sent qu'il y a de quoi gagner, quoi. Hein. Oui, une vraie envie de réussir. Une vraie envie, ouais. Et de partage. Parce que l'un n'ira pas sans l'autre. Absolument. Et une bonne dynamique. Une bonne dynamique. Allez. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci Nicolas. Oui, parce qu'on continue. Justement, Nicolas parlait des JO, on aura l'occasion de se revoir. Hein. Avec grand plaisir. Ça marche. Dans d'autres conditions, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et cette édition spéciale du Sky Eco se poursuit. Patrice, on va parler de cybersécurité. Il faut. C'est nécessaire. Enjeu du 21e siècle. Absolument.
L'édition spéciale du Sky Echo se poursuit au Big Tour à Saint-Quentin en Yvelines et on va parler de cybersécurité, Patrice. Absolument. C'est comme sur le site, on va présenter nos invités, mais sur le site de l'école 2600, j'ai lu la cybersécurité, c'est pas un choix. Et alors, donc, on présente peut-être nos invités. On a avec nous François Henolphe-Jas, PDG d'Oxybox. Bonjour François. Bonjour. Situé à Guyancourt. Alors, votre spécialité, c'est de développer des solutions de sauvegarde finalement. Quand une entreprise ou une infrastructure se fait attaquer, eh bien, son activité est sauvegardée, c'est ça ? Alors tout à fait. Alors Oxybox, pour être précis, on est spécialiste de la sécurité de la sauvegarde. C'est-à-dire qu'on édite une solution de sauvegarde sécurisée, mais également une solution qui permet de garantir la sécurité de la sauvegarde pour qu'elle soit exploitable après une cyberattaque. Avec nous aussi, Axel Dreyfus, le cofondateur de l'école 2600. On salue d'ailleurs Valérie de Saint-Père. Absolument. Et Lionel Auroux. Oui, l'école 2600, c'est au fond l'école de la cybersécurité. Alors, en fait, on a décidé de monter cette école pour répondre à un enjeu stratégique au niveau des filières, aussi bien au niveau des partenaires privés que du régalien, pour pouvoir former des experts en cyber, sachant qu'il en manque, a priori, à minima 35 000 spécialistes en France actuellement. D'accord, ah oui, 35 000. Oui. Et on parlera tout à l'heure avec Nicolas, qui est étudiant... Avec Maxime. Maxime. Mais avec toi aussi, Nicolas, on va Moi parler aussi, avec mais vous. je ne suis pas à l'école 2600. Hein. Avec Maxime, qui est en deuxième année de l'école. Mais peut-être qu'on peut commencer par Oxybox, quand même. Alors, Oxybox, ça date... vous avez créé la start-up quand ? Alors Oxybox a été créé en 2014 et en fait on a passé 4 ans à faire que de la R&D, donc à développer le produit et on a mis notre produit sur le marché mi-2018 pour la première fois et on connaît depuis une croissance supérieure à 50% chaque année. Du fait de la multiplication des cyberattaques. Alors du fait, on est effectivement très porté par la multiplication des cyberattaques et on a le cas de l'hôpital sud-francilien qui est évidemment, je pense, très présent aujourd'hui dans les têtes et dans l'actualité. Mais on est aussi porté, je dirais, par une prise de conscience générale du fait qu'aujourd'hui, il est indispensable d'assurer une posture de cybersécurité. On a le positionnement avec Oxybox de pouvoir répondre aux besoins des plus grandes, mais aussi des plus petites structures, c'est-à-dire qu'on est très présent dans les territoires. On est en phase d'équipement de plus de 3000 collectivités territoriales à l'instant où on parle. Et c'est porté par l'actualité, certes, mais c'est aussi porté par une montée en maturité, encore une fois, des différents décideurs sur les sujets technologiques. Oui, parce que pendant un temps, on avait l'impression que les entreprises qui se disaient les cyberattaques, c'est pour les autres. Il y a toujours ça, et puis il y a toujours le côté un peu, c'est un sinistre. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Alors, ce qui est faux d'ailleurs dans le cas de la foudre, mais ce qui est encore moins vrai dans le cas des cyberattaques, puisqu'au contraire, une fois qu'on sait qu'une entité, qu'une entreprise est vulnérable, il y a plus de chances qu'on essaye de repasser pour avoir, ma foi, un deuxième bénéfice en tant qu'attaquant. J'ai une question, vous pouvez répondre tous les deux. Les cyberattaques, généralement, ce sont des hackers. Ils font quoi? Ils demandent des rançons? Comment ça se passe? Alors, on va répondre à deux, mais On a une partie qui est liée à la partie économique, organisation criminelle. Il faut savoir que la criminalité organisée sur Internet, son chiffre d'affaires dépasse celle aujourd'hui du trafic du stupéfiant au niveau mondial. Donc aujourd'hui, c'est quand même en termes d'extorsion aujourd'hui, une industrie à part. Après, on a toute la partie espionnage industriel qui, elle, ne se voit pas aujourd'hui, mais qui est quand même majeure. Après, aujourd'hui, on peut avoir des activistes qui vont défendre des causes politiques. Et actuellement, nous sommes dans un contexte géopolitique aujourd'hui où la partie renseignement aujourd'hui est évidente. Absolument. Où il y a même des États dont on dit qui absolument. Ce qu'on appelle des APT, généralement, qui sont des organisations criminelles soutenues aujourd'hui par des gouvernements. On peut citer la Corée du Nord, le régime turc, iranien aujourd'hui, ou chinois qui sont excessivement actifs dans ce domaine. Alors François, Nicolas le disait, votre cœur de métier, si je peux dire, c'est de sécuriser les données d'une entreprise, même quand elle est attaquée, c'est ça? Alors tout à fait. Alors, il faut évidemment qu'on soit déployé avant l'attaque, mais on va permettre de redémarrer instantanément après une cyberattaque en garantissant que les sauvegardes soient exploitables. Et puis évidemment, on est dans des technologies qui vont nous permettre de garantir un redémarrage rapide. Donc on est d'une certaine manière, on est un peu la brique de base de la cybersécurité, le niveau 0 peut-être. C'est-à-dire que quand on n'a aucun équipement, c'est-à-dire qu'on part de 0 en termes de cyber, on va être attaqué fréquemment, on est une cible facile, et donc on va avoir besoin de redémarrer très souvent. Et quand on est même très équipé, évidemment, on a un facteur de risque qui est moindre, on devient une cible complexe, mais même là, le risque 0, il n'existe jamais en termes de cyber, et donc on aura toujours besoin d'être capable de redémarrer. Oui, il y a des très grandes entreprises qui ont été attaquées. Et des spécialistes de la cybersécurité qui ont été attaqués, y compris récemment, et effectivement, ce qui démontre que personne n'est à l'abri. Est-ce qu'il y a un... Pardon. Non. Allez-y, Nicolas. Juste une question pour Axel. Sur l'école 2600, ça a été créé il y a 1 an. Vous avez soufflé votre première bougie.
il y a une montée en puissance réelle parce que vous Oui. êtes crédible auprès de nombreux acteurs importants de la cybersécurité. Alors, le projet a été initié il y a plus de 8 ans suite à une collaboration dans un laboratoire de sécurité assez connu en France où on travaillait sur des missions données par l'ANSSI. On s'était promis aujourd'hui de monter une école de cyber avec certaines spécificités. Si on prend par exemple l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, si jamais la France se fait envahir en 40, on va éviter de mobiliser les troupes 3 ans après. Donc on voulait avoir finalement une école en alternance pour répondre immédiatement aux besoins des entreprises. Parce que l'avantage, c'est que l'intégralité de nos étudiants ne payent pas leurs études. Celles-ci sont D'accord. financées aujourd'hui par la taxe d'apprentissage collectée par l'État, reversée aux branches qui nous financent. Mais ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des étudiants qui sont immédiatement opérationnels. C'est comme si je devais former, mobiliser pour les livrer sur le marché 3 ans après la bataille. Donc l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je forme mes étudiants immédiatement. En termes de chiffres, on a eu pour cette année 1392 candidats. Généralement sur les profils Bac plus 3 avec une compétence déjà avérée en cybersécurité, sur lequel on n'a pris que 8% des élèves. Et on a quasiment 200 étudiants sur le campus, répartis sur plus de 140 entreprises, aussi bien du régalien, le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, différentes parties collectivités locales, et aussi sur un grand nombre d'entreprises qu'on appelle les EIV. Répondez, hein, allez-y. Voilà, les EIV, E2ESE, c'est Oui. des organismes parce que votre d'importance téléphone vitale ou des organismes de services essentiels. Et de véritables talents, parce qu'il y a des génies, il y a des. Je pense à Maxime, Allez, déjà, Maxime, avec Maxime. sur notre plateau, puis il y a aussi J'irais Léo. pas jusqu'à génie quand même. J'irais pas Léo jusqu'à aussi, génie. qui a 16 ans Oui, et qui absolument. a intégré votre école alors qu'il vient juste d'avoir son bac à l'âge de 16 ans. Mais Oui, Maxime, peut-être. Mais Maxime, justement, racontez-nous ça- votre parcours. Oui. voilà, parce que ça fait déjà un an que vous y êtes. Ça fait déjà un an. Deuxième là. année, hein. Je suis arrivé en deuxième année, là, la rentrée qui s'est passée hier. Donc avant, je viens juste d'un DUT informatique, donc de l'informatique assez générale. J'ai voulu me spécialiser en cyber et je suis arrivé dans cette école. Qu'est-ce qui qui vous a m'apparaît très attiré bien. dans la cyber? En fait, moi, l'idée de la cybersécurité, c'est le fait de comprendre les choses. En fait, tout ce qui nous entoure est en train de s'informatiser, de se digitaliser. Donc en fait, si on veut sécuriser quelque chose, il faut le comprendre dans son ensemble. Donc aller vraiment dans toutes les couches de l'informatique. Et en fait, c'est cet esprit de recherche qui était intéressante, de vraiment apprendre l'informatique, mais dans son entièreté, pour pouvoir vraiment la sécuriser. Donc c'est vraiment ce large panel de tout ce qu'on peut apprendre avec la cybersécurité. Le cursus, c'est combien? 5 ans? Alors, la formation dure 3 ans, sur la partie quasiment en 2600 heures, et on est forme finalement sur une équivalence master, donc Bac plus. D'accord, bac plus 5. Voilà, et l'école est reconnue comme organisme certificateur par France Compétences. Donc il y a la problématique de la prise de conscience dans la cybersécurité, mais l'autre problématique aussi, c'est le manque de compétences, d'où votre existence à l'école 2600. François, est-ce que vous ressentez ce besoin en main-d'œuvre? Ah bah clairement, ce besoin il touche toute la filière et effectivement, Axel l'illustrait, on a 35 000 postes à pourvoir dans l'année quasiment Oui. en cybersécurité, donc on a vraiment besoin d'avoir ces compétences face à nous. Aujourd'hui, on est sur une filière qui est relativement jeune, donc effectivement, des formations de spécialistes en cybersécurité, c'est essentiel, et ça n'existait pas avant. Donc, on est obligé de rattraper le retard qu'on a en la matière, en sachant que déjà, les filières informatiques, je dirais, traditionnelles, manquent elles-mêmes également de personnel. La spécialisation en cybersécurité et le fait de pouvoir avoir des experts dans ces catégories-là est absolument vital pour que la France soit compétitive en la matière. Il y a un plan cybersécurité très ambitieux qui avait été annoncé par le président au précédent quinquennat, et pour être mis en œuvre, tout simplement, il faut qu'on ait les ressources pour le mettre en œuvre. Et c'est un mal français? C'est-à-dire que c'est la France qui est un peu en retard Alors, sur quand ce nous genre de étions domaine? justement avec François aux États-Unis dans le cadre d'une mission de la Cyber Task Force, nous avons rencontré le pendant américain de l'ANSSI qui s'appelle le CISA, où les besoins actuels en effectifs sur le marché américain se chiffrent à 1 demi-million de personnes. Non. Et 2 lois qui vont passer, c'est intéressant. La première, c'est qu'ils vont aligner les salaires du public avec ceux du privé pour entraîner une mobilité vers les services fédéraux de l'État américain. Et la deuxième chose, c'est faciliter l'octroi des visas. Donc on a rendu les cours d'anglais obligatoires pour nos étudiants, mais je dis ça avec beaucoup d'humour, mais on risque aussi d'avoir une fuite des cerveaux des personnes que nous formons en France aujourd'hui, ce qu'on a déjà constaté aujourd'hui dans la Silicon Valley, aujourd'hui une fuite aujourd'hui qui ne peut être qu'endémique. Est-ce qu'il y a une course de vitesse entre, au fond, les hackers et les gens qui s'occupent de la cybersécurité? Alors oui, toujours. Alors parfois on a même certains pays où la ligne de partage des eaux n'est pas très claire, évidemment, parce que généralement, si on prend les groupes russes, généralement ils ont le droit d'attaquer toutes les cibles à l'extérieur, surtout quand elles sont recommandées par le GRU, mais par contre elles n'ont pas le droit d'attaquer les cibles à l'intérieur. On ne se vole pas entre nous.
Maintenant, il y a toujours une course aujourd'hui, mais on a toujours l'initiative quand on fait l'attaque. Rarement quand on fait la défense. Il faut savoir que 80% des métiers auxquels nous formons sont des métiers de défense et non d'attaque. Mais il faut comprendre les psychologies de l'attaquant, sachant que le prisme de la cyber n'est pas que technique. Et c'est en cela où je fais un appel aujourd'hui aussi au profil féminin, parce qu'on manque cruellement aujourd'hui de cyberdéfendeuses. Absolument. Alors vous avez certains pays aujourd'hui. Pourquoi ? Je pense qu'aujourd'hui on considère que ce sont des métiers techniques. Alors que ce sont des métiers aussi qui peuvent avoir trait à la psychologie. On parlait des attaques qui ont eu lieu concernant Uber sur ce qu'on appelle les attaques par ingénierie sociale. Aujourd'hui, c'est pas uniquement des attaques techniques en tant que telles. On a besoin de gens qui sont capables de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intrusion fine. Ils ont besoin de pouvoir travailler aujourd'hui sur la recherche en source ouverte, sur les métiers de renseignement, des linguistes aussi. On n'a pas uniquement le mythe aujourd'hui du hacker à capuche. Je pense qu'à un moment, ce mythe aujourd'hui nous fait tort dans l'industrie. On a besoin de ressources féminines et certains pays aujourd'hui le rendent possible grâce au service militaire. C'est le cas d'Israël où 50% des cybercombattants sont des femmes. Et peut-être qu'en France, si on avait un retour au service militaire obligatoire pour les femmes, ce qui n'était pas le cas, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être faciliter aujourd'hui la présence de femmes dans l'industrie. En tout cas, Maxime n'a pas de problème à se faire pour son emploi futur. Hein. Il travaille déjà, Maxime. Il travaille déjà, oui. Je suis déjà alternant. J'ai déjà une Dans quelle entreprise ? Je suis chez Airbus. D'accord. À Toulouse. Donc, à Toulouse, oui. En plus, on peut avoir une mobilité entre l'école et toute la France. Il y a beaucoup d'alternants qui sont en dehors de la région parisienne, qui peuvent travailler dans toute la France, même si l'école est implantée à Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, effectivement, juste à côté de la médiathèque. Et pour prendre un autre exemple, l'autre jour, vous avez reçu un commandant de la Marine nationale lors de votre soirée. Voilà. Et il y a des étudiants de l'école de 1600 qui sont appelés à être en alternance à Toulon. Et on a vu des témoignages de quelques-uns que vous avez fait sur TV78. Exactement. François, juste, vous disiez, toutes les entreprises s'adressent à vous, des grandes, des moyennes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un plus gros effort à faire aujourd'hui sur les PME ou sur les TPE ? Alors absolument, il y a un gros effort à faire sur les TPE, les PME et les collectivités territoriales. En France, et les collectivités territoriales. Absolument. En France, on a la particularité d'avoir quand même 36 000 communes, à peu près 46 000 établissements publics au total, qui sont des entités qui ont des budgets limités, mais qui ont des besoins qui sont bien réels et qui sont souvent les premières cibles des attaquants, et dont certaines d'ailleurs, pardon, mais tu parlais tout à l'heure d'opérateurs d'importance vitale, dont certaines d'ailleurs, bien qu'elles soient des toutes petites collectivités territoriales, sont des opérateurs d'importance vitale, parce qu'elles gèrent la distribution des eaux, par exemple. Et donc, toutes ces entités-là ont un besoin en cybersécurité qui, en fin de compte, est assez mal adressé aujourd'hui, puisque la priorité aujourd'hui de l'écosystème et du marché s'est concentrée sur les plus grandes entreprises qui avaient des besoins bien identifiés, qui ont des RSSI, qui ont des postures qui sont matures. Les plus petites entités, bien souvent, il n'y a pas de RSSI, donc il n'y a pas de responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, mécaniquement, elles doivent un petit peu se débrouiller par elles-mêmes pour s'équiper. Et c'est là qu'on travaille. On travaille en lien avec cybermalveillance.gouv.fr. On travaille en lien également avec la gendarmerie nationale pour pouvoir porter en fin de compte la notion de cyber-résilience des territoires. Un territoire, c'est évidemment des collectivités territoriales, mais c'est aussi des TPE, PME qui représentent de l'emploi de proximité, qui sont le tissu économique de proximité, qui sont particulièrement fragiles et donc qui ont particulièrement besoin d'être protégés aujourd'hui. Merci d'être venu sur ce plateau, édition spéciale du Sky Echo. Et je rappelle cette phrase, je la trouve très, très, très parlante, la cybersécurité, ça n'est pas un choix. Absolument. C'est sur votre site. Absolument. On va continuer à parler d'innovation. Absolument. Avec le LNE. Ah, le laboratoire national de métrologie et d'essai, qui est situé à Trappes. Exactement. Et on reçoit sur notre plateau le spécialiste saint-quentinois de la prise de vue aérienne, mais aussi au sol, avec des technologies que j'adore. Oui. Et c'est Benoît Dantan, le PDG de cette entreprise, XD-Motion. Bonjour Benoît. Monsieur. Bonjour. C'est vrai que c'est une entreprise absolument formidable parce que vous faites des prises de vue qui sont absolument extraordinaires avec des matériaux que vous inventez, vous mettez au point. Hein. Oui, c'est ça. Donc en fait, moi je suis un peu un artiste, un artisan de la prise de vue aérienne depuis 35 ans. Et ma spécialité, c'est effectivement d'offrir à tous les clients des prises de vue incroyables en mouvement pour tout type d'activité sportive ou événementielle. Il faut préciser qu'ils sont des grands mariages, des grandes cérémonies. Alors là, on a fait une belle cérémonie. On a fait l'Expo universelle de Dubaï pendant un an, où là, on a installé le système en permanence là-bas sur place, dans le dôme 360 extraordinaire à Dubaï. Donc très belle opération, avec beaucoup de concerts, mais sinon principalement du sport. Et surtout le sport, voilà, absolument. Principalement du sport et de l'événementiel.
l'événementiel. Il faut préciser que cette entreprise est située à Coignières. À Coignières, absolument. Voilà, Oui. dans le parc d'activités de Coignières, et elle est présente sur tous les terrains de sport. Hein. Absolument. Oui. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier, on sort là des JO donc du Japon d'été. On a fait la couverture des drones là-bas sur place. Et puis le gros morceau, ça a été la Chine cet hiver, où là, avec les conditions Covid extrêmes, dans la bulle Covid dans laquelle on a été, on a réussi à faire toutes les prises de vue sur les sports extrêmes, avec une équipe de 45 personnes qui sont parties là-bas sur place, et des conditions jusqu'à moins 28 degrés. Donc après plus 50 de Dubaï, on est passé direct à moins 28 en Chine. Donc c'était des conditions et pour le matériel et pour le personnel assez particulières. Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, Jeux Olympiques de Pékin d'hiver en 2021, mais c'est pas vos premiers Jeux Olympiques. Hein. Ah non, les premiers c'était 92 à Albertville, donc ça remonte. Ça remonte. Et, j'ai fait une petite pause et puis après on a pris pratiquement tous les Jeux depuis 2004 à Athènes. Et ça a énormément évolué. Vous avez vu cette évolution du matériel, des prises de vue, de la façon de travailler. Ce qui est très agréable avec OBS, qui est donc mon client Olympic Broadcasting Services, qui est une filiale du CIO, c'est qu'au fur et à mesure des années, en fait, la confiance est telle qu'il me pose des questions dans le sens où même pour Paris 2024, on va certainement parler, c'est d'apporter nous-mêmes des innovations et ce qu'on peut, puisqu'on baigne dedans depuis tellement longtemps que c'est vrai qu'on a une vision internationale assez forte sur ces produits-là. Donc l'innovation sur les jeux est très importante, mais il faut savoir que ce qui va se passer au Vélodrome pour les championnats du monde de track très bientôt là, très bientôt le mois prochain, les jeux sont très très vigilants à ce qu'on va présenter. Ah, ils vous regardent. Et ils nous regardent, et ce sont des event tests. Donc ils aiment bien regarder un an avant ce qui se passe, de nous pousser un peu dans les retranchements sur les event tests avant de prendre la décision sur les jeux, qui, je le rappelle, est regardé par des millions, voire des milliards de téléspectateurs, nécessite d'avoir une lecture très fluide et très compréhensible pour tous les spectateurs. Oui, parce qu'il faut dire que là, actuellement, et depuis plusieurs mois déjà, vous êtes dans un consortium d'entreprises, notamment avec Nokia, avec France Télévisions, et vous travaillez sur la diffusion en utilisant la 5G des prochains Jeux Olympiques de Paris, notamment les épreuves de cyclisme sur piste au Vélodrome national. Comment ça se passe justement ? C'est tout à fait unique. Ce qui est incroyable en France, et particulièrement à Saint-Quentin, c'est qu'on est tous rassemblés dans un rayon d'action extrêmement petit, ce qui arrive nulle part ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est incroyable. Aux États-Unis, au Japon, en Chine, ils sont tous éparpillés. Nous, on est tous dans un rayon d'action très très réduit, ce qui permet en fait de rassembler toute cette technologie, tous ces ingénieurs ensemble avec le même objectif. Alors là, on pousse le bouchon assez loin parce que non seulement on va mettre sur le Vélodrome un cable cam qui s'appelle le X-Fly, qui va nous permettre de faire les travelling comme on l'a fait sur la Coupe d'Europe. Il va être en haut. Il va être en haut, voilà. Il va être même en diagonale. Alors il y a une petite discussion en ce moment. Est-ce qu'on le met en diagonale, est-ce qu'on le met au-dessus de la piste? Et on va rajouter dessus donc une caméra 360 qui va être utilisée avec la 5G. Alors on aura une bulle 5G montée par Orange et Nokia, et une 5G millimétrique, donc qui est une bande de fréquence avec une rapidité pratiquement identique à la fibre, ce qui est incroyable. On va être capable de faire des transmissions 5G pratiquement aussi rapides que de la fibre. C'est ce qu'on va tester. Et on va rajouter une autre couche qui est de la réalité augmentée pour tout ce qui est donc résultats, présentation des équipes, etc. Tout ça en transmission HF, ce qui est assez révolutionnaire et qui n'a jamais été fait. Mais vous faites déjà de la réalité augmentée, notamment lors des matchs de tournoi à destination, quand on voit la présentation des équipes qui arrivent sur le terrain finalement lors des débuts de match. Patrice sait bien être journaliste sur un événement ou sur une émission, c'est aujourd'hui avoir une présentation fluide et très facile. Et là, effectivement, on a fait la présentation des joueurs en passant en 3 dimensions sur le stade et en les présentant un par un. Et le journaliste, tout simplement, a présenté les équipes et on était en travelling au-dessus. C'était absolument très agréable. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est l'éditorial qui nous guide. Oui. C'est surtout ça que moi, je travaille beaucoup et on l'a fait déjà dans le passé avec Patrice sur d'autres émissions. C'est l'éditorial qui compte aussi. C'est pas que la technologie qu'on va présenter. La technologie pour la technologie. Il faut de l'émotion et il faut raconter une histoire. Excuse-moi, juste une question. Donc, justement, quand vous testez le matériel comme au Vélodrome, vous discutez quoi avec des réalisateurs, avec Alors là, c'est particulièrement complexe parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Donc, on a là actuellement un réalisateur donc pour Eurovision, donc Olivier Moser qui va réaliser le live. On a derrière les repreneurs, je ne sais pas combien il y en a exactement, il y en aura une quarantaine. Et après, on a le réalisateur d'Orange qui va gérer l'image en 360. Mais ce qui est difficile pour nous, c'est que le réalisateur de l'image standard de télévision que vous regardez va vouloir aller très vite sur les joueurs, mais en 360, on va vouloir aller plutôt doucement. Donc, il va falloir contenter tout le monde.
monde. Juste Pardon, une Nicolas. curiosité dont j'ai été témoin. Dans le championnat néo-zélandais au rugby, on voit beaucoup maintenant de gyropodes avec une caméra installée. Est-ce qu'on pourrait voir ça, vous qui êtes le spécialiste de la prise de vue, des gyropodes avec une caméra embarquée sur le bord des terrains en France? Alors, moi, je suis aérien. Oui. Donc, mon monde, c'est de voler. Donc, C'est pas le ras du sol. voilà, donc, je fais des rails au sol, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle ils utilisent ce type de technologie, hein, aussi, les Américains l'utilisent beaucoup sur la NFL, c'est d'être à proximité. Hein. Il y a des choses incroyables aujourd'hui, c'est que vous avez des poteaux qui sont installés directement sur le terrain avec des caméras embarquées à 360 degrés sur lesquelles on est capable d'être à pratiquement 50 cm des joueurs. Donc, la proximité aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande le plus dans le rapport de prise de vue spécial. Est-ce qu'il y a aussi une évolution? Autrefois, enfin, la vision aérienne, c'était la plupart du temps des hélicoptères. Oui. Aujourd'hui, il y a le drone. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux moyens, justement, qui vous permettent d'avoir ces prises de vue aériennes? Aujourd'hui, on va venir combler un manque sur la prise de vue aérienne en dehors de la qualité qui augmente tous les jours, Oui. hein, de ce que l'on voit avec la ultra haute définition et bientôt la 8K. On revient au monde de la réalité virtuelle et du 360 degrés. Donc, on a besoin d'immersion. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on va aller capter des fans qui vont pouvoir regarder et réaliser eux-mêmes leur captation. Donc, par exemple, on est capable, sur cette caméra qu'on va mettre au Vélodrome, en direct, que à travers une plateforme type YouTube ou Orange ou équivalente, d'avoir véritablement sa propre réalisation. Donc, donc n'importe qui, sur sa tablette, va pouvoir regarder sa propre captation. Donc, l'évolution vient dans la transmission de la possibilité de cadrer par des millions de personnes ses propres images. Ouais, ça, c'est génial. Alors, donc il y a les championnats du monde de cyclisme, les JO 2024, peut-être la Coupe du monde de rugby? Alors, la Coupe du monde de rugby que j'ai couverte en 2009 au Stade de France, déjà c'était la première fois qu'on utilisait le câble cam au Stade de France en 2009. Et pour rappel, j'ai fait le premier match en février 86 de foot avec Absolument. un câble cam, donc qui était un France-Allemagne, c'était une première sur TF1. Je dirais que voilà, on est encore dans les appels d'offres, donc on est encore en discussion. C'est vrai que ma volonté, elle est de me concentrer plutôt sur un seul stade pour innover beaucoup dessus. Ah oui. Donc c'est ce que j'ai proposé. Donc ce sera le Stade de France? Principalement parce que je le connais bien, Oui, historiquement, depuis beaucoup 97, je le connais par cœur. Ouais. Et surtout, j'ai très envie de me concentrer sur celui-là. Et donc, c'est ce que j'ai proposé pour innover. Et bon, sans révéler trop de secrets, aujourd'hui, dans la présentation des joueurs qui est relativement à plat en 2D, ben, on va pouvoir peut-être faire des présentations de joueurs en 3D. Qui pourront être assez dynamiques et exceptionnelles. Sachant que vous aurez pas mal de matchs parce qu'il y a l'ouverture, il y a la moitié des quarts de finale, les demi-finales et la Au finale. Stade de France, ouais. Oui, il y c'est a les pour ça. grands matchs. C'était pas innocent, mon choix. Bravo, quoi, Bruno Danton, parce que c'est absolument exceptionnel. Ah ben c'est l'une des réussites sur Saint-Quentin en Yvelines en termes d'entrepreneuriat, sur et puis ça fait des Saint-Quentin, années. mais en France et dans le monde. Oui, c'est ça. On est content à Coignières de faire venir beaucoup de réalisateurs étrangers. C'est assez Absolument, rare ouais, qu'ils ouais. viennent se déplacer à Coignières, donc on est ravis bien. d'être ici. Ouais, super. Bravo. Voilà. Merci Benoît Dantan d'être passé sur ce plateau du Sky Echo au Big Tour. Oui, avec grand plaisir, et je remercie aussi la BPI parce que voilà, ils nous ont beaucoup aidés. Saint-Quentin, oui, la région et BPI depuis toujours nous a aidés, comme le CNC d'ailleurs aussi au passage. Et c'est vrai que BPI France a suivi notre entreprise depuis toujours, depuis le début. Et on va parler maintenant de FinTech. Merci beaucoup, Benoît Danton. Merci. On va parler de FinTech maintenant, Absolument. Patrice. Avec Cyril Mansins qui est dirigeant et fondateur de Corporating. Corporating. Le Sky Echo sur le Big Tour, le festival des entrepreneurs, Patrice, se Absolument. poursuit. Et on se poursuit avec le LNE. Avec Thomas Et Jeanneret. Thomas Jeanneret, qui est directeur général adjoint du LNE. Bonjour. Bonjour. Alors, Laboratoire le national LNE, déjà. de métrologie et d'essai, c'est ça? Tout à fait. Donc, nous sommes présents sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, hein, Ouais. avec notre laboratoire Attrape, et puis Attrape. aussi notre siège est à Paris, donc on est très content d'être ici parce qu'on est aussi un acteur local de Saint-Quentin. Et un acteur de l'innovation et des recherches.
Complètement. Donc, on fait. Alors, on a beaucoup travaillé sur notre Maxime, hein, dont on a essayé de résumer tout ce que l'on fait en une phrase. C'est un peu notre problème. On fait tellement de choses dans le domaine des technologies que pour arriver à se résumer, c'est pas facile. Donc, on a trouvé ça être le laboratoire de référence des technologies de demain. Alors, bien sûr, les Maxime sont toujours un petit peu prétentieuses, mais derrière, il y a une réalité, hein, parce que quelque part, quand on est confronté à toutes ces innovations qui viennent perturber un petit peu notre quotidien, nous faire progresser, révolutionner nos façons de travailler, de produire. Il y a toujours un petit peu un questionnement existentiel, c'est est-ce que tout ça c'est vraiment un facteur de progrès ou est-ce que derrière il n'y a pas un petit peu des risques qui se cachent. Donc nous on aime bien avoir cette expression d'innovation raisonnée et considérer un petit peu que l'innovation c'est un petit peu comme un enfant qui grandit, il faut l'apprendre par la main et avec notre travail donc on l'apprend par la main et on arrive à faire quelque chose qui soit une innovation qui soit perçue complètement comme un progrès. Et ça on peut le voir effectivement au travers de différentes technologies comme les nanomatériaux, l'intelligence artificielle ou encore les technologies quantiques, on peut en parler. Juste un mot, Laboratoire National, c'est une entité publique ou privée? Alors ça aussi, c'est une spécificité. Donc on est un petit peu à la croisée des deux mondes, hein. On est effectivement un établissement public, mais industriel et commercial, hein. Donc pour le faire court, nos revenus sont 20% de subventions, mais qui sont bien calés sur des sujets de recherche fondamentale dans le domaine de la métrologie, hein. Je pourrais vous parler du kilogramme quantique, et puis aussi, on a 80% de nos ressources, c'est du chiffre d'affaires, hein, des clients industriels qui viennent nous consulter, parfois qui nous mettent en concurrence d'ailleurs avec d'autres. Et justement, on vient les aider pour les aider à stabiliser leurs produits. Alors vous venez clairement faire les recherches pour les entreprises, vous êtes une partie R&D pour certaines entreprises ou vous venez tester justement des solutions qui sont proposées par les entreprises? Donc nous, on a trois métiers, hein. On a le métier de la certification, des essais et de la métrologie. Donc quand on a des technologies qui sont complexes, justement, on a envie d'avoir une réponse simple. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Donc ça, c'est un petit peu la certification qui va dire un go ou un no-go. Quand vous certifiez quelque chose, il faut pouvoir avoir derrière des moyens d'essai. Donc on arrive sur notre métier d'essai. Et puis quand vous faites des essais, c'est bien, mais quand on mesure des choses avec des technologies nouvelles, derrière, il faut mettre en œuvre toute une nouvelle métrologie. Je parlais de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'à un moment, il faut arriver à évaluer l'intelligence artificielle. Alors, vous n'allez pas faire ça avec votre balance, votre mètre, ça ne va pas marcher. Donc, justement, nous, c'est notre métier et on est en train de mettre en place des référentiels dans le domaine de l'IA avec aussi des moyens d'essai. Donc, par exemple, on a été attributaire d'un financement dans le cadre de France Relance pour faire donc à Saint-Quentin-en-Yvelines le premier laboratoire en Europe, hein, d'évaluation de l'intelligence artificielle. Actuellement, il y en a 3 dans le monde, hein. Il y en a un à Tokyo, au N2I, un autre à Washington, au NIST, de l'autre côté de l'Atlantique, et puis en Europe, ça sera à Saint-Quentin. Donc, c'est un laboratoire qui est, j'insiste sur cet aspect-là, qui sera tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on on n'est pas lié à un industriel quelconque. Voilà. Donc, voilà, on est capable d'avoir ces moyens d'essai qui sont indépendants. On disait souvent justement que la France et l'Europe étaient plutôt en retard en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce qu'on est en train de reconquérir ce terrain? Il y a certainement beaucoup de choses qui se font en Europe et le fait justement de pousser ces moyens d'évaluation de certification, c'est une façon d'imposer un petit peu les standards européens, parce que derrière toutes ces technologies innovantes, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la question de la compétition industrielle. Si on prend le sujet du quantique, par exemple, on est aussi présent sur les technologies quantiques et on a pu avoir là encore un financement dans le cadre de France 2030 avec la stratégie nationale quantique. Quand on veut être leader sur une industrie quelconque, c'est toujours mieux si quelque part les normes qui s'appliquent, vous avez participé à la définition de ces normes. Donc ça on le comprend, mais derrière les normes s'appuient aussi sur des référentiels. Donc en fait, si on veut vraiment gagner gagner la bataille au plus près, il faut justement mettre les moyens, le paquet sur ces référentiels, parce que derrière vous allez avoir les normes et puis ensuite vous allez avoir les standards de production. Donc
Donc actuellement, sur les technologies quantiques, on est justement en train d'essayer d'imposer les standards qui vont bien, et on espère que ce soit plutôt des standards qui soient européens, avec une participation française, plutôt que des standards qui soient américains ou chinois. Actuellement, les pays qui investissent beaucoup sur toutes ces questions de métrologie, c'est la Chine, la Corée du Sud, et on comprend pourquoi. Et enfin, un des travaux que vous faites aussi, c'est sur les nanomatériaux, et là on va plus parler d'environnement. Finalement, vous participez à la transition environnementale. Alors pas seulement environnement sur les nanomatériaux, parce que les nanomatériaux, effectivement, on a pu entendre un petit peu des inquiétudes. Hein. Je parlais d'innovation raisonnée, d'avoir confiance dans l'innovation. Donc les nanomatériaux, c'est vrai qu'on peut en avoir dans des produits que l'on consomme, comme les pâtes dentifrice. Hein. Ce qui rend blanc la pâte dentifrice, c'est de l'oxyde de titane qu'on peut retrouver dans les pâtes dentifrice. Mais vous avez aussi des nanomatériaux qui peuvent être dans l'industrie automobile, pour les pneus, pour les carrosseries, et puis aussi des applications comme par exemple dans le domaine de la santé. Actuellement, on travaille beaucoup avec Nanobiotics qui produit donc des médicaments qui sont portés par des nanomatériaux pour aller soigner la cellule cancéreuse donc au plus près. Donc là, on voit vraiment qu'on est dans une utilisation complètement positive de l'innovation. Mais derrière, après, se pose justement la question de la caractérisation. Est-ce que le nanomatériau, il va vraiment fonctionner? Est-ce que c'est reproductible? Et vous voyez, on revient encore à ces questions de métrologie. Oui, c'est toujours difficile de juger. C'est le futur, au fond. Hein. C'est ça la difficulté de votre métier. Hein. Mais vous disiez tout à l'heure, et c'est très intéressant, qu'il y a à la fois le besoin d'innovation des entreprises et puis le besoin de sécurité de la société. Est-ce que au sein du laboratoire, il y a des chercheurs, probablement, est-ce qu'il y a aussi une sorte de comité d'éthique? Oui, tout à fait. On s'est doté d'un comité d'éthique pour vérifier à ce que, parfois, sur certains cas précis, il n'y ait pas des conflits d'intérêts. Parce que c'est vrai que quand on a une activité, comme je le disais, qui est à la fois publique, mais aussi commerciale, que l'on touche à des métiers qui peuvent être à la fois du référentiel, mais aussi des essais qui sont en compétition avec d'autres, il faut faire attention à savoir où on habite. Et effectivement, on a un comité d'éthique qui peut nous aider parfois à bien voir ce que l'on fait, notamment dans le domaine du médical. Merci beaucoup, Thomas Jeannet. Juste une question pour conclure, parce que puisque vous êtes dans ce monde de demain, vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste pour ce qu'il va nous apporter. Oui, forcément. Quand on travaille sur les technologies de demain, il faut forcément croire au progrès, bien sûr. Pas trop inquiet. Non. Et on va se tenir au courant sur le Sky Echo de l'activité du LNE dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thomas Jeannet, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du LNE à Trappes. Merci. Et l'un des secteurs où l'innovation est forte, eh bien, c'est la finance à travers ces fameuses fintech, Patrice. Et là, on va en parler, justement avec le fondateur de Corporatings, Cyril Mansins. Bonjour. Bonjour à tous les deux, et puis merci de l'invitation. Avec plaisir. Tout jeune start-up. Alors, vous avez toute jeune start-up créée en 2021. Le projet date de 2020, on s'en rappelle bien, puisqu'on a lancé la société en même temps que le Covid. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes toute jeune start-up, mais avec une ambition formidable, puisque vous dites que vous allez devenir la référence mondiale de l'information sur les entreprises. Exactement. L'ambition, c'est de devenir la référence de toute l'information des entreprises. Alors, quand on parle d'information des entreprises, on parle de toutes les données qui sont publiées par les entreprises. Donc, c'est, on va dire, principalement des données financières. Mais on parle aussi de communiqué de presse. Donc, on parle, au-delà des chiffres, aussi du texte et du contexte qui accompagne la donnée. Et avant d'attaquer le monde, on se concentre bien sûr sur l'Europe, où la souveraineté, on va dire, de la donnée est assez présente aujourd'hui dans les médias. Et donc on pousse aussi ce message, on va dire, de souveraineté de la donnée des entreprises en Europe, parce que voilà, bien connaître son territoire et ses entreprises, c'est aussi un axe pour développer l'économie au niveau local. Et après, le Covid est une guerre en Europe. Je pense que c'est un sujet important pour nos territoires et pour nos entreprises. Toute jeune start-up créée en 2021, mais l'info de la semaine, c'est que elle a annoncé sa levée de fonds ce mercredi 21 septembre. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, avant la levée de fonds, on a eu la chance d'être accompagné par SkiCube, par un prêt d'honneur, puisque ça prend du temps de lever des fonds, et si des entrepreneurs nous
nous regarde, ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc on a sollicité le territoire Saint-Quentin pour nous accompagner via un prêt d'honneur, ce qui nous a permis aussi de lancer notre levée de fonds et d'aller chercher les meilleurs investisseurs sur nos sujets. Et le prêt d'honneur, pour faire court, il est pratiquement sans intérêt, hein, c'est ça? Il est alors avec 0 intérêt, exactement, garanti en partie et accessible vraiment de manière très simple, donc par Saint-Quentin Initiative. Et en plus, on était déjà incubé, donc ça a facilité, on va dire, l'obtention. Et puis, ça donne une bouffée d'oxygène pour les entrepreneurs, surtout dans une période où les levées de fonds sur la tech se sont, on va dire, un peu compliquées, sont devenues un peu plus difficiles. Ça nous a permis de gagner quelques mois et d'aller chercher les meilleurs investisseurs en toute tranquillité. Et donc, on a annoncé en effet cette semaine, mercredi, une levée de fonds donc de 2 millions d'euros auprès d'investisseurs professionnels, dont Elaya Partner, qui est un fonds spécialisé en fintech, 50 Partners et Vax Capital Partner, accompagnés bien sûr aussi de business angels, d'entrepreneurs spécialistes de la finance ou de la data. Et donc ces fonds nous servent aussi à développer la commercialisation et surtout dans un temps très court à recruter. Donc c'est aussi pour ça qu'on était là aujourd'hui. On a besoin de personnes de tous les secteurs. Donc pareil, si les gens nous regardent. Allez, dites de quoi vous avez besoin. On recrute bien sûr des ingénieurs en informatique ou des data scientists. C'est vraiment le cœur de notre activité de métier, puisque l'actif principal de la société, c'est une base de données. Donc il faut la maintenir. Il faut développer les outils qui permettent d'y accéder, mais on recrute aussi des profils plus marketing ou commerciaux. Parce que il suffit pas de développer une belle technologie, il faut la vendre. Et donc on recrute vraiment tous les profils, y compris des alternants, des CDI. Donc si les gens nous regardent, les offres sont disponibles. On a 6 postes ouverts d'ici la fin d'année, et puis espérons que ça va continuer. Ils peuvent postuler sur quel site? Il y a un lien sur notre site internet, il y a un lien dans le communiqué de presse aussi, un lien sur notre site internet, et ils peuvent nous contacter directement sur le site de corporatings.com. Et le lien s'affiche en bas de l'écran justement. Un mot sur la commercialisation. Comment elle se fait cette commercialisation? Alors on a eu la chance d'avoir très vite été soutenu par KPMG. Donc ça nous aide aussi à faire de la réassurance auprès des grands comptes. Donc on a presque co-développé le produit au départ avec eux. Je pense que les grands groupes aujourd'hui sont assez friands de ces partenariats, même business avec les startups. Ça leur permet d'innover et aussi de tester et de mettre à l'épreuve les nouvelles technologies sur des problématiques qui sont très concrètes pour eux. Et on va dire à un coût, je pense, assez maîtrisé, parce que finalement ils profitent aussi de la jeunesse et du dynamisme, et peut-être de la rapidité aussi d'exécution des startups pour adresser des messages et des problématiques, je pense, opérationnelles qui peuvent traîner depuis un petit moment. Donc on a eu la chance de les rencontrer assez tôt, de pouvoir co-développer le produit avec eux, de le commercialiser, d'étendre aussi cette commercialisation en ce moment, on travaille dessus. Et je pense que l'axe grand compte startup fonctionne assez bien, mais on n'est pas la seule startup qui teste ce mécanisme. On est sur le Festival des entrepreneurs, le Big Tour. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre, vous? Alors moi, j'ai commencé dans un grand groupe, mes associés aussi. On est parti dans une plus petite structure, PME, donc où on est directement en contact, on va dire, des dirigeants d'entreprise et plus proche, je pense, des problématiques. Et c'est ce qui nous a donné envie, je pense, c'est de se confronter, alors en tant que salarié à notre petite échelle, mais à la vie d'entreprise, à ces problématiques. Et puis on a la chance aujourd'hui, je pense, en France, d'avoir tous les leviers, que ce soit financement, incubateur, pour se lancer. Alors ça demande une prise de risque, mais une prise de risque, je pense, maîtrisée, et puis qui de toute façon aujourd'hui est très valorisée sur le marché du travail. Qu'est-ce qui vous a poussé justement? C'était l'idée que vous aviez de créer cette entreprise, ou Oui. plutôt l'envie de devenir aussi entrepreneur? Alors je pense qu'il faut une idée, mais il faut pas trop s'y attacher quand on est un entrepreneur. Moi j'aime bien dire, c'est une citation du cofondateur de LinkedIn, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui construit l'avion pendant qu'il est en train de tomber, une fois qu'il a sauté. Donc il faut pas avoir peur d'apprendre de la prise de risque. Il faut avoir envie il faut avoir une idée, il faut avoir envie de créer quelque chose. Et c'est encore mieux quand on le fait en équipe. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 associés. Vous êtes 3 associés? Donc on est 3 associés, on a à peu près le même âge, le même parcours. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Mes associés aussi, grosso modo. Je ne vulgaire pas
quelqu'un qui est plus âgé, mais on ne dira pas à l'antenne. Un mot quand même, parce que les fintech, enfin en tout cas le secteur de la fintech en France fournit beaucoup de licornes, ces fameuses entreprises qui dépassent le milliard en termes de valorisation. Est-ce que dans votre tête, vous êtes dans le bon secteur pour devenir une licorne? Est-ce que dans votre tête, il y a cette idée de se dire qu'un jour, Corporatings va valoir plus d'1 milliard d'euros? Alors, on a du mal à s'y projeter quand même. Mais oui, je pense qu'on est dans le bon secteur. Au-delà de la partie, on va dire, très financière, je pense que la donnée devient vraiment un sujet central. On parle beaucoup de digitalisation, d'innovation, mais on se rend compte que comme pour l'industrie, c'est important de maîtriser ces informations, ces données. Et donc, je pense que le fait de maîtriser vraiment l'information, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre pour tout le monde, pour les États, pour les entreprises elles-mêmes. Et donc, je pense que ce sujet est le bon sujet, encore plus appliqué à la finance, mais malgré tout, ça concerne tout le monde, les entreprises, les États aussi. Et je pense que l'Union européenne, comme je le disais en intro, a un sujet et est en train de faire des choses pour. Et on espère aussi, pourquoi pas, pouvoir se rapprocher d'eux pour augmenter, accélérer encore plus rapidement. Voilà. Et puis la licorne, on nous le souhaite. C'est tout ce qu'on nous le souhaite. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Cofondateur donc de Corporatings, donc une start-up à suivre. Merci. À Saint-Quentin, on va la suivre. en Yvelines. Et on va tout de suite recevoir Nicolas Dainville. Oui, d'autant que Cyril parlait de création d'emplois, on va parler aussi d'emploi avec Nicolas Dainville. Voilà, qui est vice-président en charge de l'emploi pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et on conclut ce Sky Echo, cette édition spéciale du Sky Echo sur le Big Tour de Saint-Quentin en Yvelines avec le vice-président en charge de l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines, Nicolas Dainville. Bonjour. Bonjour. Et maire de la Verrière. Et maire de la Verrière. Exactement. Quelle réussite ce Big Tour à Saint-Quentin en Yvelines. Écoutez, vraiment un très très bel événement. On a saisi cette opportunité d'avoir cet événement du Big Tour pour organiser aussi un forum de l'emploi. Absolument. Et donc le greffer sur cette journée, et c'était efficace, instructif, et j'ai pu le constater moi-même avec des expériences, des jeunes que j'ai moi-même accompagnés dans le Vélodrome, qui est en plus un endroit assez extraordinaire, à l'approche des JO de Paris 2024. Et j'ai pu voir à quel point c'était efficace. C'est le mot que je retiendrai. C'est ce qu'on appelait un job dating, c'est ça? Exactement. Et il y avait du bon, il y avait un monde fou. Exactement. On a eu 1500 rendez-vous dans ce job dating. Incroyable. Donc c'est quand même extrêmement important. Il y avait 150 entreprises. Il y avait quand même près de 5000 offres d'emploi. Donc ce sont des chiffres quand même qui parlent d'eux-mêmes, et dans des secteurs très variés, à la fois la grande distribution, la cybersécurité, l'animalerie, la haute valeur ajoutée sur les sujets de défense. Bref, il y en avait pour tous les âges, pour tous les goûts, pour tous les profils. Donc, je pense que ça a été un bel événement, à la fois pour ceux qui recherchaient des talents, mais aussi pour ceux qui recherchaient une entreprise. Alors justement, tout à l'heure, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est venu inaugurer le Big Tour, et justement, on en a profité pour l'interroger sur ces difficultés qu'ont les entreprises à recruter. Regardez. La première réponse, c'est avoir des formations, des qualifications qui correspondent aux besoins des entreprises. C'est vrai par exemple dans le secteur industriel, on voit bien que lorsqu'on cherche un chaudronnier, un soudeur, parfois un ingénieur, un technicien de maintenance, on a du mal à trouver les compétences dont on a besoin. La deuxième, c'est l'attractivité des métiers. On voit bien quand on dit on cherche un chauffeur de car, il faut aller se demander pourquoi est-ce qu'on manque de chauffeurs de car. C'est tout simplement parce que si vous demandez à un jeune de venir à 6h du matin conduire un car, à 8h sa journée s'arrête, il faut qu'il reprenne à 18h et il est payé que sur 25 heures, forcément il va vous dire désolé, c'est pas compatible avec ma vie familiale, ça n'est pas suffisamment rentable. Puis la troisième réponse, c'est évidemment le salaire. Toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Alors on vient d'entendre le ministre de l'économie, Nicolas Dainville. Il y a des entreprises qui ferment parce qu'elles n'arrivent pas à recruter. Comment Saint-Quentin en Yvelines vient pallier ce fléau, on peut dire
Bah écoutez, on prend le taureau par les cornes. On a labellisé des écoles du numérique pour essayer de répondre à la problématique d'un grand nombre d'entreprises qui manquent de talent dans cette dimension, notamment de la cybersécurité. Donc on a labellisé des écoles type Pop School, O'Clock, l'UVSQ qui a une formation pour vraiment essayer d'améliorer le vivier de talents dans ce secteur particulier de la cybersécurité. On organise aussi ce qu'on appelle une task force RH. Donc on essaye de fédérer tous les DRH des entreprises du territoire. On a près de 17 000 entreprises et on essaye avec ce club de DRH de mieux comprendre leurs besoins pour essayer à notre tour de mieux y répondre. On a aussi un site internet qui s'appelle skiemploi.fr, SQY emploi au singulier.fr, qui regroupe une grande CV Tech de plus de 10 000 CV et des offres d'emploi, près de 2000 offres d'emploi, pour essayer que ces offres d'emploi du territoire soient prises par des gens du territoire, vraiment rapprocher l'offre et la demande au niveau local. Voilà, c'est ces 3 exemples très concrets. Comment vous expliquez ce phénomène? Parce qu'il fut un temps où on ne trouvait pas d'emploi dans les emplois non qualifiés. Or, aujourd'hui, c'est même dans des emplois très qualifiés qu'on ne trouve pas de gens qui... Comment on explique? Est-ce que on parle de grandes démissions, on parle de grands phénomènes comme ça? Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Alors ça joue, c'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui a d'autres aspirations. On trouve parfois des problèmes de vocation même dans le secteur médical. Absolument. Les ingénieurs, voilà. Exactement, avec cette envie de quitter ce monde métropolitain. Il y a aussi un effet Covid qui joue. Mais je pense qu'on a aussi des métiers qui sont en plein bouleversement, qui évoluent bien plus vite que les écoles qui forment nos futurs jeunes. Là, j'étais avec l'école 2600, qui par exemple... On était aussi dans cette émission avec eux. Oui, révolutionne sa pédagogie. C'est vrai qu'on a souvent des pédagogies du passé pour des métiers qui sont pas encore inventés, qui nécessitent des écoles très flexibles. Et là, c'est une école qui est gratuite, c'est une école qui s'adapte, qui se finance grâce à la taxe d'apprentissage, grâce à l'alternance. Donc, avec une pédagogie qui n'a rien à voir avec celle des écoles classiques. Et je pense que dans ces secteurs, il faut être inventif, et il faut que l'État aussi suive, ce qui n'est pas toujours le cas. On rame souvent pour labelliser des écoles innovantes. On parlait d'Oclock ou de Pop School, qui sont des formations à distance pour certaines d'entre elles. Bref, il y a une nouvelle pédagogie à inventer pour plaire aux jeunes et pour répondre à des métiers en tension qui sont assez variés. Ça peut aller des métiers de la cybersécurité, mais même parfois sur des métiers de service. Absolument. Où on manque vraiment de profils. Et puis pour terminer, je dirais qu'on a eu une crise en K, la lettre K, avec cette crise du Covid, avec une rupture nette de l'activité. Certains secteurs qui sont repartis, d'autres qui souffrent encore, au milieu du tourisme notamment, mais et d'autres et d'autres qui ont bien décollé, métiers du numérique, métier du service à la personne, métier du médical, qui manquent de main d'œuvre, et donc il faut qu'on prenne la balle au bond et qu'on saisisse aussi ces opportunités dans ces secteurs en fort recrutement. Qu'est-ce que la situation de l'emploi dans le bassin de Saint-Quentin, c'est quoi actuellement? Écoutez, je dirais que c'est un peu mitigé. On a des grands groupes qui ont quand même souffert de cette période compliquée. C'est vrai que le Technocentre Renault, par exemple, a rendu quelques mètres carrés d'activité, mais on reste quand même un des territoires les plus dynamiques de France. Donc on souffre, mais on souffre bien moins que d'autres territoires. On a les secteurs à haute valeur ajoutée. Je voyais Thalès encore tout à l'heure avec Marcy Gorbenat, qui est notre élu à l'insertion, et il y a encore un besoin énorme d'ingénieurs, d'alternance sur ce secteur de la défense. Donc on a 17 000 entreprises. On est dans le président Forgus le rappelle souvent, les 8 zones mondiales d'innovation. On a la formation. On a la proximité avec Paris. On a la notion de campus qui permet à des groupes de grande taille de s'implanter. On est très très bien desservi. La ligne 18 qui devrait arriver bientôt, on l'espère. Et puis vous avez des opportunités aussi. Les Jeux Olympiques de 2024. Et les JO, bien évidemment. On a eu la Ryder Cup il y a un an, les JO qui arrivent, qui vont mettre un coup de projecteur incroyable sur ce territoire. On met le paquet aussi pour la créativité, avec le Ski Cube, notre incubateur, avec la maison de l'entreprise. Bref, on a tout pour réussir. Et donc, les jeunes qui veulent vraiment trouver un emploi,
qui sont parfois éloignés du secteur de l'emploi. On a aussi la mission locale qui existe, donc Skiway 16-25, qui est là pour les 16 à 25 ans qui sont déscolarisés ou qui cherchent une formation. Ça, c'est ceux qui sont plus loin de l'emploi. Mais plus loin de l'emploi, mais il y en a mais vraiment là aussi, il y a des actions qui sont faites pour tous les profils. Et c'est ça qui est une richesse extraordinaire de ce territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc vous êtes optimiste? Bah toujours, toujours. Et je vous dis, président Fourgouts parle toujours d'un territoire béni des dieux. C'est vrai qu'entre les JO, entre le département des Yvelines qui investit massivement dans toutes nos infrastructures, avec l'innovation, ce que met en place Saint-Quentin-en-Yvelines en termes d'innovation, d'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Et puis Paris-Saclay aussi. Et puis vous êtes dans un ensemble beaucoup plus large. Le bassin d'emploi de Paris-Saclay qui rayonne en termes d'innovation et d'entrepreneuriat. On a vraiment tout pour cartonner. Et cet événement le prouve, c'est-à-dire que le Big Tour, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines qui a été choisi pour la tournée régionale. Pour terminer, c'est pas rien. C'est pas un hasard. Extraordinaire, c'est pas un hasard. Et donc ça prouve à quel point Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire qui fait parler de lui et qui rayonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Dainville. Merci à vous. Vice-président en charge de l'emploi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci, Patrice. Merci, Nicolas. C'est génial, le Big Tour. C'est génial. On le Big Tour 2023, non? Et puis, on a rencontré comme ça des entrepreneurs. Parce que c'est vrai, c'est ce que disait l'un d'eux, c'est d'abord des aventures humaines. Et c'est ça qui est formidable. Des aventures humaines et des aventures humaines que l'on raconte sur le Sky Echo. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale du Sky Echo sur le Big Tour. On en fera d'autres. On en fera d'autres. Il y en aura d'autres de Sky Echo. Des numéros dans lesquels vous pouvez découvrir les entrepreneurs et les acteurs de l'économie saint-quentinoise. Merci et à bientôt sur TV78.